Bon. Donc, je dis comme ça, c'est un exemple sur lequel on va revenir vraiment, mais pourquoi est-ce que dans un laboratoire de biologie fondamentale, tout à coup, je commence le travail en tant que directeur en parlant d'art contemporain? Et bien, pour une question très claire, et que la biologie fondamentale dit quelque chose de très épocalement déterminé, dit la vie n'existe pas. Il n'y a que des processus qui constituent en s'agrégeant la vie. C'est-à-dire qu'il y a des processus, il y a des fonctionnements qui participent à la vie, mais il n'y a pas un tout qui constitue la vie. Vous voyez, c'est-à-dire pour dire comme ça, il n'y a que des particules élémentaires, il n'y a que des molécules, et ces molécules-là, associées, articulées, agencées, à un moment donné, effectivement, constituent quelque chose qu'on appelle la vie. Mais pour les biologistes moléculaires, la vie comme un ensemble n'existe pas. D'un point de vue économique, pour passer comme ça, pour dire comme ça rapidement une question épocale qui est très très claire et très centrale, il s'avère qu'aujourd'hui, par exemple, d'un point de vue économique, l'hypothèse de base, l'axiome de base, comme ça, qu'elle part l'étude de l'économie actuelle, c'est de dire la société n'existe pas. Il n'y a que des individus. Vous voyez? C'est-à-dire que notre époque est une époque dans laquelle, effectivement, ce qui ordonne la pensée, les hypothèses, etc., c'est ce qu'on appelle un réductionnisme qui dit il n'y a pas d'ensemble existant, ce qui existe, ce ne sont que des parties. Vous voyez? Donc, comme j'allais commencer à travailler avec des biologistes moléculaires, je voulais les montrer à ces biologistes-là comment l'art, à partir de 1900, va déconstruire les formes, vous voyez, c'est-à-dire cubisme, dadaïsme, surréalisme, comment l'art, à un moment donné, déconstruit les formes et trouve qu'il y a des parties, mais ces parties-là ne déterminent pas une bonne forme en tout. Vous voyez, c'est exactement la même chose dans la chorégraphie contemporaine, vous voyez, en partie dans les théâtres contemporains. Donc, du coup, ce que je voulais signifier à ces biologistes moléculaires, c'est de dire, surtout, comprenez que l'hypothèse sur laquelle on va travailler, c'est que la question qui est au travail dans la biologie moléculaire n'est pas de nature biologique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la question que vous êtes en train de traiter là, avec vos particules élémentaires, vos molécules agencées, etc., cette question-là, vous voyez bien que vous la trouvez dans l'art contemporain, vous la trouvez dans l'économie. Donc, cette question-là, pour comprendre la question, il faut comprendre, donc pour travailler en biologie, il fallait comprendre préalablement que ce qui motivait la recherche en biologie n'était pas d'origine biologique. C'est exactement l'hypothèse, par exemple, quand on va travailler par rapport au théâtre, de dire ce qui travaille le metteur en scène, ce qui travaille l'écrivain de théâtre, eh bien, n'est pas de nature théâtrale ou artistique et de nature de ces socles communs, effectivement, épocales. Quand on présente comme ça de façon succincte une hypothèse, vous imaginez bien, ce n'est pas du tout pour que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça serait absolument contraire à ce que je viens de dire, hein. C'est-à-dire les hypothèses que je développe sont des hypothèses sur lesquelles on va travailler, déployer, etc., sur lesquelles vous allez, dans la mesure de votre désir, travailler avec nous, et dans aucun cas il s'agit de croire ou pas croire, mais il s'agit, d'un point de vue laboratoire, de faire ce qu'il faut faire avec toute hypothèse, c'est la malaxer, tirailler, déchirer, voir qu'est-ce qui reste. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est là où je vous disais que ce n'est pas du tout parole des profs, parce que les profs, ils viennent
Je n'ai rien contre les profs, hein, mais c'est notre mode de travail, notre mode de discours. Hein. C'est-à-dire, un professeur va transmettre un savoir établi. Dans la parole du chercheur, l'hypothèse que j'ai aimée est une hypothèse que j'ai travaillée ailleurs, qui peut être fondée, légitime, tout ça, mais si je l'expose dans un lieu comme celui-ci, c'est pour que dans les réunions intermédiaires, dans les travaux sur scène, etc., on la déchire, on la maltraite jusqu'à voir qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui ne reste pas. D'accord ? Alors, ça c'est aussi pour que l'attention, la réception, l'accueil que vous pourrez avoir des hypothèses que je développe ne soit pas un accueil de type télévisuel, vous voyez, c'est-à-dire je suis pour, je suis contre, ça m'emmerde. C'est-à-dire, il s'agit plutôt de comprendre ce que le mec dit avec son hypothèse pour après travailler l'hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne s'agit absolument pas d'être d'accord ni pas d'accord. C'est-à-dire, bon, cette hypothèse-là m'intéresse pour être travaillée ou pas. Ça, oui. Vous voyez, c'est-à-dire, parce que, alors après tout, pas toutes les hypothèses me semblent à moi ni à vous intéressantes d'être travaillées. Mais bon, voilà, c'est pour fixer un peu la différence. Est-ce qu'il y a une autre question, quelqu'un qui veut intervenir? Sinon, je voulais commencer avec quelques éléments centrales, comme ça, centraux. Un verre d'eau, là. J'ai un verre d'eau, merci. C'est dingue, là, il n'y a pas de limite à sa France. Elle n'est même pas pétillante. Non. Bien. Alors, on pourrait commencer par différents points d'attaque. Les points d'attaque que j'ai choisis comme ça pour essayer de voir un peu, de créer un petit dialogue avec vous, c'est de comprendre notre époque comme une époque dans laquelle tout un mythe. Quand on dit mythe d'un point de vue anthropologique, on ne veut pas dire mythe dans le sens de quelque chose d'imaginaire. Hein. Mythe d'un point de vue anthropologique, ça veut dire quelque chose de très concret, matériel, des rapports de production, des rapports au monde, des rapports à soi, qui constituent la matérialité. Hein. C'est-à-dire que quand on dit quel est le mythe, par exemple, si style Lévi-Strauss, n'est-ce pas ? C'est-à-dire je m'intéresse au mythe qui structure la vie des Indiens en Amazonie, je ne suis pas en train de parler des hommes en général qui, dans cette région du monde, croient à ça. Vous voyez ? Quand on parle de mythes ou de paradigmes, nous sommes en train de parler de quelque chose qui, si bien prend la forme d'un récit, ça parle d'une série de processus matériels qui formatent les hommes, les bêtes, les plantes, les rapports au cosmos, vous voyez, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de très matériel. L'idée un tout petit peu occidentale, un peu bête là-dessus, est que les hommes, ils ont été toujours les mêmes depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, et que simplement, voilà, tantôt ils sont totémistes, tantôt ils sont animistes, tantôt ils croient à tel déesse, Dieu, tantôt ils sont athées, mais que tous ces récits-là, vous voyez, ça serait comme une sorte de plus, comme ça, un petit truc, mais que les hommes sont toujours les mêmes. L'exemple que moi me semble le plus clair et drôle, c'est une bande dessinée que je lisais quand j'étais petit, mais qui en France existait aussi, qui s'appelait Pierre-Feu, je crois, qui est une bande dessinée dans laquelle il y avait une petite famille d'hommes préhistoriques qui, à vrai dire, ça faisait partie de l'impérialisme culturel américain. Hein. C'était vraiment une bande dessinée qui avait un rôle impérialiste très très fort et colonisateur très fort. Pourquoi ? Parce qu'on voyait des hommes préhistoriques donc, qui formaient une famille monogamique nucléaire, vous voyez, donc il y avait un papa, Pierre-Feu, une maman, Pierre-Feu, un garçon, une fille, et qu'ils sortaient par exemple de promener leurs petits dinosaures parce que les chiens n'étaient pas inventés, qui avait une voiture avec des roues carrées parce que la roue n'était pas encore inventée, vous voyez, mais
grosso modo, vous voyez, grosso modo, l'idée américaine idéologique qu'il y avait derrière était de dire, bande de cons, les modèles américains et le modèle d'une vérité profonde de l'homme, et tous ceux qui ne vivent pas comme nous, un jour se rendront compte que là, il y a une vérité transhistorique, transsituationnelle. Voyez, bon, d'un point de vue ne serait-ce que neurophysiologique, ceci est une sacrée connerie parce qu'effectivement, pour vous donner un exemple de biologie de l'évolution, si nous pensons comme ça, c'est-à-dire que l'homme était toujours pareil à lui-même, anatomiquement parlant, je veux dire, c'est-à-dire parce que la vérité c'est que anatomiquement, neurophysiologiquement, de ton point de vue, l'homme de la préhistoire, mais ne parlons pas de l'homme de la préhistoire, un Indien de l'Amazonie n'a pas le même fonctionnement physiologique, et même pas, d'un point de vue, à un certain niveau, la même anatomie qu'un homme occidental. Mais je vous donne un exemple concret. Vous savez, si on adhère à cette idée de que l'homme était toujours égal à lui-même et qu'il vit dans des conditions différentes, n'est-ce pas, on pourrait penser qu'avant que la lecture et l'écriture arrivent, il y avait une zone du cerveau, ou 2 ou 3 zones du cerveau, qui sont celles qui s'occupent de la lecture et l'écriture, n'est-ce pas, qui étaient là en train de s'emmerder, vous voyez. Ils étaient là, voilà, il attendait qu'on invente l'écriture, vous voyez. Et effectivement, pas du tout. C'est-à-dire, comme l'écrit Marx, dans la production sociale de son existence, l'homme s'est produit à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand commence à émerger quelque chose de l'ordre de l'écriture, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un recyclage neuronal avec des développements de nouvelles connexions, de nouvelles zones, mais il y a un recyclage, vous comprenez? C'est-à-dire qu'une zone cérébrale qui jusque-là s'occupait de telles choses va être recyclée pour s'occuper d'autres choses et va créer de nouvelles connexions. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'au fait, l'idée de que l'homme... Non, d'un point de vue neurophysiologique, au fait, quand l'écriture commence à arriver, nous n'avons pas effectivement des études diachroniques, mais synchroniquement par rapport au peuple qui ne possède pas aujourd'hui l'écriture. La question, c'est la production de neurophysiologie de la production liée à l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les sociétés qui possèdent l'écriture, même les analphabètes, ils sont déjà, et leur système neurophysiologique fonctionne, leur cerveau fonctionne comme après le recyclage de l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, anthropologiquement, on a des populations pour comparer, et ce sont des comparaisons qui se font, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les zones cérébrales donc, il faut être bien clair, c'est-à-dire on ne parle pas des hommes et des femmes qui savent lire et écrire. On parle des populations dans lesquelles la lecture et l'écriture existent. Dans les populations où la lecture et l'écriture existent, le recyclage neuronal fonctionne de forme lecture-écriture. Et dans les populations dans lesquelles, effectivement, les modes de transmission ne passent pas par la lecture et l'écriture, eh bien, globalement, dans la population, il n'y a pas cette modification neurophysiologique. Alors, d'un point de vue diachronique, c'est historique, effectivement, bon, on n'a pas de cerveau pour voir ça. On ne peut faire que des hypothèses. Mais avec ce qu'on a là, déjà, l'affirmation, elle est plutôt par rapport à ce qu'on a là. C'est-à-dire que l'homme n'est pas le même, mais n'est pas le même pas dans l'imaginaire seulement, n'est pas le même dans sa constitution, dans son fonctionnement, d'une forme, d'un paradigme, d'un mythe, d'une organisation culturelle à une autre. Non? Alors, dans notre
crise, dans notre, disons, rupture, comme on veut appeler ce qui se passe aujourd'hui avec la fin d'une époque, si nous voulons la présenter d'une façon un peu schématique, nous pouvons dire que toutes les cultures du monde, aussi différentes soient-elles, toutes ont un point commun, qui est celui d'être différent de la culture qui est la nôtre, qui est la culture occidentale, la modernité. Donc c'est quand même assez fort de café, comme on dirait, de dire que toutes ces cultures, avec leurs grandes différences, ont un point en commun. Mais le point en commun n'est pas un point en commun en positif, c'est-à-dire que non pas quelque chose qu'on trouve dans toutes. Leur point en commun est d'être différents sur un axe par rapport à la culture occidentale. Nous pouvons dire que presque toutes les cultures, vont concevoir la temporalité, l'histoire, où ils vont produire des cosmogonies, des compréhensions du monde, de soi-même, qui sont dans ce que nous connaissons comme l'éternel retour, disons les grands mythes d'éternel retour. Ça veut dire quoi, les mythes d'éternel retour? Ça veut dire que dans presque toutes les cultures dans lesquelles on peut lire les Popol Vuh, on peut lire les hindous, jusqu'aux Grecs, jusqu'à un certain moment, vous voyez, dans toutes les autres cultures non occidentales, les hommes et les cultures humaines, elles sont toujours fonctionnées dans une compréhension de la temporalité qu'on peut appeler circulaire. Circulaire, ça veut dire que donc il y a des périodes historiques, des périodes dans l'année, des périodes dans la vie des individus qui se renvoient l'une à l'autre dans une profonde nécessité. Et ça ne veut pas dire que dans ces cultures-là, comme disait Guéant, le mec là qui avait fait le fameux discours de Dakar que Sarkozy avait lu, que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire, des bêtises comme ça. Dans les cultures dites d'éternel retour, de circularité de l'histoire, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de modifications. Il y a en permanence des modifications. Mais les modifications, les changements, les nouveautés, sera conçu, pensé comme une restauration de ce qui devait être d'après un passé plus ou moins mythique. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne va pas changer les modes de production, l'agriculture, qu'on ne va pas adopter de nouvelles techniques. Si, on le fait. Mais simplement, toutes ces nouveautés seront pensées comme un futur qui reconstruit un passé. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme des cultures de l'éternel retour est un homme que quand il regarde le futur, il espère être à la hauteur de reproduire le passé. Et quand il y a une rupture là-dedans, dans cette passé comme horizon du futur, eh bien, on rentre dans une faille qu'il faut restaurer. Vous voyez, toutes les mythologies parlent des moments de faille dans lesquels on est menacé et la réponse à cette menace-là, c'est retrouver le cycle normal. Il y a un film, je vous conseille si vous pouvez le trouver, un film de Louis Buñuel qui s'appelle L'Ange exterminateur, qui raconte ça. C'est-à-dire qu'il raconte ça d'une façon comme ça, artistique. Dans L'Ange exterminateur, il y a un dîner dans la grande bourgeoisie madrilène, comme ça, et quand le dîner finit, les premiers invités qui veulent partir vont jusqu'à une porte, mais avant la porte, c'est comme une portique, n'est-ce pas? La porte est de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de porte, il n'y a aucun empêchement physique pour passer. Ils arrivent jusqu'à cette ligne-là, et il y a un truc qui se passe, ils reviennent. Et petit à petit, on voit que les autres invités qui essayent de partir arrivent à cette ligne-là et reviennent. Ils ne peuvent pas partir. Or, il n'y a aucune limite physique, il n'y a pas un mur qui les empêche de passer. N'est-ce pas? Ça serait possible de passer. Mais, comme on verra plus tard, un terme très important de la philosophie, qui vient de Leibniz, c'est possible, mais pas comme possible, peu importe. C'est-à-dire, c'est possible, mais c'est quand même, on ne peut pas le faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui est possible physiquement,
mais on ne peut pas le faire. Et donc, dans le film de Buñuel, qui est très très beau et très très intéressant, petit à petit, les convives de cette soirée comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Et ils disent, à un moment donné du dîner, on a dû merder dans l'harmonie du dîner. Donc, on va s'asseoir à table, on va recommencer le dîner et on va essayer de dépasser cette faille-là. Vous voyez, dépasser cette faille-là. C'est, bon, même dans la mythologie grecque, c'est-à-dire le péché radical est de violer une harmonie donnée par un destin, c'est-à-dire celui qui a voulu échapper à son destin. N'est-ce pas? Donc il s'assoit effectivement là, il refond le dîner, etc. Et à un moment donné, effectivement, il arrive à dépasser la faille et donc ils peuvent partir. Oui. Donc dans les cultures de l'éternel retour, ce n'est pas du tout qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas des progrès en termes pluriels, mais tout progrès, tout changement va être réintroduit, recompris comme nécessaire pour restaurer le passé ou bien comme dangereux par rapport au passé. Vous voyez, c'est-à-dire toute nouveauté sera jugée par rapport à les niveaux de dangerosité par rapport à la harmonie. La société, la culture moderne, comme on l'appelait, occidentale, comme on l'appelait, est la première qui va penser les choses d'une autre façon. C'est absolument la première. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune autre culture qui ait produit une cosmogonie, une cosmovision, un mythe, qui disent, à vrai dire, l'histoire du monde va du point alpha au point oméga, et il y a un progrès. Il y a un progrès. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la première culture qui va naître en Occident, qui va naître en France, voilà, et qui va considérer qu'au fait, l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, est une histoire qui va de l'obscurité vers les lumières, de l'ignorance vers les savoirs, de la folie vers la sagesse, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la culture occidentale est la première culture qui va à inventer, à parier sur le fait que effectivement il y a un sens dans l'histoire, et pour cela faire, entre autres choses, mais quand même fondamentales, il va extraire de cet ensemble-là un sujet, n'est-ce pas, qui est l'homme. Il va, ici, dans toutes les cultures d'éternel retour, l'homme en tant qu'espèce, l'homme en tant que culture, l'homme en tant qu'individu, peu importe, bien entendu qu'il est vu comme différent des animaux, des plantes, etc. Mais il n'est pas vu comme séparé. Vous voyez, il fait part de ça. Même ne serait-ce que dans tous les mythes des métampsychoses, des réincarnations, etc. Effectivement, il y a cette idée de que le matériel qui était utilisé pour conformer un homme va être réutilisé, et y compris son âme, son esprit, va renaître peut-être dans un oiseau, dans une pierre, dans une plante, n'est-ce pas? Donc ici, non. Ici, dans cette vision du progrès, il y a la séparation, la extraction d'une partie du matériel, qu'on va appeler l'homme, l'homme en tant que sujet, qui va se autoproclamer comme son Messie et son prophète. Et pourquoi le Messie? Parce qu'effectivement, dans la modernité, il existe l'idée très claire de que si bien nous sommes dans un point de l'histoire, peu importe, où encore on est soumis à la famine, on est soumis à la maladie, on est soumis à la rareté, à l'injustice, etc. À vrai dire, l'idée c'est que l'homme, à un moment donné, va arriver à un point oméga, un point de fin de l'histoire, comme dirait Hegel, l'époque de l'esprit, etc., ou le communisme scientifique, comme le nommait Marx, un point de l'histoire où toute la négativité va disparaître. Vous voyez, tout ce qu'on peut considérer comme négatif va disparaître. Dans les
cosmovision dans les visions d'éternel retour, que comme nous on verra la prochaine fois, c'est-à-dire sont trois types, c'est-à-dire d'un point de vue anthropologique, on considère qu'il y a l'animisme, le totémisme et l'analogisme, c'est-à-dire que là-dedans on classifie ces cultures-là en trois types, qu'on verra plus tard. Dans ces cultures-là, dans ces modes d'organisation de la vie, cette idée de que tout ce qui nous apparaît comme négatif va disparaître un jour, cette idée-là n'existe pas. Pour l'homme de toutes les autres sociétés, le négatif fait partie de la vie. C'est-à-dire que la mort, la maladie, la sécheresse, c'est un moment horrible, détestable, tout ce que vous voulez, mais un moment dans cette nécessité circulaire. Et les seuls points de vue dans lesquels on dit, quand on commence à dire non mais il est possible de sortir de la négativité, on sort de la négativité seulement avec la mort. Vous voyez, la fin du karma, c'est-à-dire qu'effectivement les délivrés, comme ils disent dans le bouddhisme, il n'y a pas de délivrés en vie. Vous voyez, c'est-à-dire que... oui, et le Bouddha ne l'a pas dit pour faire rire, mais... c'est-à-dire que c'est l'idée que la seule façon, le seul imaginaire qui existe dans les cultures d'éternel retour, que quelque chose puisse sortir de l'éternel retour, c'est soit dans la vision plus tardive judéo-chrétienne de dire bon, un paradis, tu meurs et après tu vas au paradis, soit effectivement dans le bouddhisme l'idée de tu vas te délivrer quand tu vas te délivrer du karma. Le karma étant quoi? Étant le principe d'existence, c'est-à-dire quand vraiment tu auras fini tout d'exister, et toi et tout ton matériel aura fini d'exister. Ici pas du tout. Ici, il existe une promesse très concrète qui est la promesse de dire on arrivera à un monde dans lequel les hommes, les femmes, les sociétés seront délivrés du mal. Alors, un point, peut-être on va faire une pause, je ne sais pas. Je voulais juste dire un truc peut-être, comme ça te fait faire une pause, si tu en veux de l'eau, il y en a. Non, mais on va faire quand même... non, on ne fait pas de pause. Il reste une heure. D'accord. Juste dans le bouquin de Philippe Descola, La part de la nature et culture, à un moment donné, il donne l'exemple des aborigènes en Australie où le gouvernement australien veut définir un parc naturel sur une partie de leur territoire en disant ça n'a pas bougé depuis la nuit des temps, donc on le laisse en l'état et on n'y touche plus. Et les aborigènes disant mais pas du tout, ça, depuis la nuit des temps, ça n'arrête pas de bouger en fait ce territoire-là. Et si vous nous dites on peut plus bouger, nous on meurt là-dedans. Bien sûr. Et voilà, je pensais à ça avec l'histoire de circulaire et puis des changements. Oui. Des changements et de l'affrontement du coup dans un pays comme l'Australie, c'est intéressant parce qu'il y a deux ontologies qui s'affrontent en quelque sorte. Ouais. Et par exemple, quand ils construisent un supermarché sur un lieu sacré, par exemple, ça crée une faille qui est peut-être même impossible à reconstruire après, quoi. Bien sûr. C'est une idée d'homme occidental que de dire ici il n'y a pas de changements, de progrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une idée d'homme occidental parce que l'homme occidental, il est fondé sur cette idée. Donc, dès qu'un jour, on va arriver au paradis sur Terre. D'ailleurs, un passage de l'International dit « Le monde sera un paradis ». C'est-à-dire que c'est la promesse que l'homme s'est fait à soi-même de dire « Bon, on va arriver au paradis ». Là, le point que je voulais souligner, qui me paraît très important, parce que vous verrez au fur et à mesure du travail que c'est un point central, c'est que la façon de traitement, le mode de traitement de la négativité entre ces deux paradigmes-là. Dans ces paradigmes-là, c'est au pluriel paradigme-là, donc la négativité, comme je disais, tout ce qui apparaît comme négatif, a une place organiquement inclus. C'est-à-dire que ce sont des sociétés de la autorégulation dans lesquelles, non pas qu'on n'essaye pas de dire on va essayer de vivre mieux, on va essayer de vivre plus longtemps, de soigner les maladies, ce n'est absolument pas vrai. On essaye de soigner les maladies, on incorpore de nouvelles techniques, mais il y a quelque chose dans la base de cette cosmovision-là qui
considèrent que le négatif fait partie organique du tout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne pense absolument pas qu'on pourra éradiquer le négatif. Il y a une sorte de sagesse, pour le dire comme ça, qui implique le fait d'accepter cette autorégulation de la puissance. Hein. Et c'est pourquoi tout changement provoque des tremblements de terre, provoque des doutes, provoque comme ça. Parce que tout changement, par exemple par acquisition de nouvelles techniques, développe de nouvelles puissances qui mettent en danger la circularité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a cette vision de méfiance envers la technique qui potentialise notre agir, parce que cette nouvelle puissance, bien qu'en augmentant, entre guillemets, une certaine positivité, met en danger parce qu'on se dit, d'accord, on sait ce qu'on gagne, mais on ne sait pas ce qu'on perd, et on ne sait pas de quel côté on va la maîtriser. C'est pourquoi ces sociétés-là sont toutes des sociétés, de façon différente, mais toutes des sociétés sacrificielles. C'est-à-dire quoi les sacrifices ? Les sacrifices, ça veut dire que dans ces sociétés-là, on va considérer qu'il y a de la perte. Après, les modes de sacrifice, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on tue un coq, ou qu'on tue un être humain, ou qu'on brûle une partie de la récolte, bon, peu importe. Mais dans les pratiques purement sacrificielles, ce qui va se manifester, c'est des formes voyantes, comme ça, de la perte. Et c'est quand même, parmi les pratiques culturelles, puisque nous sommes dans un théâtre, effectivement, le sacrificiel est à l'origine des scènes sacrées, ancêtres du théâtre tel que nous le connaissons, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce sont ces scènes-là dans lesquelles on doit faire une série de choses, une série de rites, parce que ainsi nous manifestons et notre crainte à la dérégulation et notre tentation de réguler les nouvelles puissances existantes. C'est pourquoi l'échange dans toutes ces cultures-là est un échange que Marcel Mauss il a présenté comme le potelage, le don. Vous savez, dans toutes les cultures humaines, toutes, 99% des cultures, sauf la nôtre, mais la nôtre quand même elle a colonisé le monde, dans toutes les cultures, l'échange ne doit pas être un échange ni équitable, ni un échange juste, et surtout pas un échange de pur gain. L'échange est basé sur quand même un principe de don et contre-don, dans lequel il vaut mieux qu'il y ait de la perte, parce que si vous ne faites pas un échange dans une certaine dimension de perte, vous risquez d'être possédé par l'autre. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'opposition symétrique avec ce que nous pensons dans notre société. Nous, on pense que si on a un échange qui nous favorise beaucoup, on a possédé l'autre, hein, je t'ai eu. Dans toutes les autres cultures, il y a cette idée d'une certaine méfiance par rapport au gain, parce qu'un gain excessif pourrait signifier être possédé par celui avec lequel nous avons été en échange. Hein. Bon, y compris, vous savez, toutes les pratiques dans lesquelles on va cacher aux divinités que ça va très bien, parce que si on dit ça va très bien, c'est très dangereux que ça aille très bien. Bon. Alors, dans la modernité, il va apparaître cette idée qui est l'hypothèse centrale de dire un jour, nous arriverons à éliminer tout ce qu'on considère comme négatif, mais pour cela faire, nous le verrons petit à petit, il existe tout un travail de séparation culturelle très compliqué de ce qu'on va nommer négatif et ce qu'on va nommer positif, vous voyez ? C'est-à-dire que nous sommes à un stade de la culture occidentale dans lequel ça nous semble aller de soi, ce qu'on va considérer négatif ou positif. Mais comme on verra, effectivement, la séparation de ce qu'on va considérer négatif et positif, ça n'a pas été du tout quelque chose qui d'emblée était donné. Parce que même y compris dans les cultures d'éternel retour qui ont séparé le négatif du positif, comme les cultures manichéennes de la Mésopotamie, n'est-ce pas ?
même pour les manichéens qui basent leur culture dans une séparation radicale entre bien et mal, eh bien, même pour eux, le mal est absolument nécessaire pour l'existence du bien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune culture qui considère qui construit, parce que c'est comme ça que ça va se passer, qui va construire une séparation entre les biens et les mal, et qui va parier sur l'arrivée d'un monde dans lequel l'homme n'aura que du bien. Un bien donc qui est historiquement et culturellement construit. Dans toutes les cultures d'éternel retour, vous savez, il existe des mythes fondateurs qui préviennent les hommes contre ça. Hein? Que ce soit Icare, que ce soit la tour de Babel, peu importe. C'est-à-dire, il y a dans toutes les cultures, il existe chez les Mayas de Popol Vuh, chez les Aztèques, dans toutes les cultures qui ont construit des mythes plus ou moins structurés, mythologie plus ou moins structurée, il existe quand même des mythes fondateurs qui disent attention, attention, vous n'essayez pas de vous débarrasser de ce qui vous emmerde. Hein? Vous faites avec. Parce que si vous essayez de vous-même devenir une sorte de divinité, ce qui va arriver, bon, alors vous connaissez, c'est voler les feux sacrés, la tour de Babel, arriver à parler face à face avec Dieu, bon, etc. Le troisième, je présente ça comme ça, et un petit truc après, on va passer un peu en dialogue. La réalité actuelle, celle que nous nommons postmoderne, c'est-à-dire notre culture postmoderne, de ce point de vue-là anthropologique, on nomme postmodernité les moments dans lesquels, à partir de la crise de l'Occident, qui se situe, on le verra, à deux moments, se situe en 1900 pour les sciences et en 1980, mettons, pour la politique et la sociologie. Après cette double rupture de l'Occident, nous nous trouvons dans une société dans laquelle nous n'avons plus ni la promesse d'une disparition de la négativité, ni la possibilité d'un traitement culturel, métabolique de la négativité. Notre culture, la culture postmoderne, est ainsi la première culture, que ça ne serait pas tout à fait une culture dans ce sens-là, c'est-à-dire la première réalité sociale, historique, pour le dire comme ça, la première réalité historique qui, depuis très très longtemps, n'a pas aucune hypothèse claire sur que faire avec la négativité. Ça, c'est un des traits centraux de notre époque. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des éternels retours, pour dire comme ça. Donc, nous ne savons pas incorporer les négativités à notre vie. Au contraire, on veut se débarrasser de tout ce qui soit négatif, tout ce qu'on considère comme négatif. Nous n'avons plus la promesse moderne de se séparer du négatif un jour, n'est-ce pas? Un des traits donc central de notre moment historique est que nous sommes dans un moment historique dans lequel la puissance technico-scientifique elle est énorme, donc on n'arrête pas de voir de nouveaux possibles, de nouvelles puissances, de nouvelles réalités. On n'arrête pas donc de voir ce qui inquiétait tellement ces cultures-là, de nouvelles puissances. Vous voyez, parce que quand on dit nouvelles puissances, on penserait d'une façon naïve, chouette, nouvelle puissance. Ah non, attention, nouvelle puissance signifie problématique de régulation. Dans la modernité, nouvelle puissance signifiait vers la fin de l'histoire, vers la fin de la négativité. Or, nous sommes dans un moment historique très particulier, c'est ça qui caractérise entre autres notre époque. Nous sommes dans un moment dans lequel nos contemporains n'ont plus un traitement anthropologique, culturel, scientifique de la négativité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire avec le négatif, et ce qui était la promesse est devenu la menace. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'homme postmoderne est un être
qui est formé, façonné, sculpté par la promesse d'un tout positif, qui pas seulement a perdu la promesse, mais qui trouve à la place de la promesse la menace. Ça, c'est très compréhensible dans notre quotidien, hein, c'est-à-dire n'importe qui parmi nous peut faire l'expérience anthropologique quotidienne immédiate de lire des témoignages ou de voir des films des années 60 dans lesquels on parlait du progrès. Alors vous parlez avec un militant politique, il dit on va vaincre l'injustice. Vous parlez avec un scientifique, on va vaincre les cancers. Vous parlez, vous voyez, c'est-à-dire que jusqu'aux années 60, vous avez des témoignages, mais par milliers, de cette modernité qui s'ordonne d'après la promesse. Et à partir des années 80, vous avez des témoignages par milliers. Il suffit de vous auto-interviewer vous-même, n'est-ce pas, par rapport auxquels nous ne cessons pas d'entendre la manifestation des futurs comme menace. Vous comprenez? C'est-à-dire que le même militant politique va dire on ne sait pas comment on va faire quand il n'est pas en période électorale. Non, c'est vraiment, il est en train de parler sincèrement. Il va dire la vérité que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec la rareté, l'horreur, l'apartheid, les 40% des Front National. Vous voyez, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Le scientifique, si vraiment il a une activité scientifique, effectivement, il ne peut plus parler du progrès. Il parle des changements. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en science, on ne parle plus du tout, personne en science peut parler de progrès. Parce que le progrès signifie que je suis dans un point A et je vais dans un point B. Mais s'il n'y a plus de point B, il y a effectivement des changements tous azimuts, mais pour qu'il y ait un progrès, il faudrait-il encore qu'il soit progrès vers quelque chose. Donc, d'un point de vue scientifique, effectivement, il y a un non-savoir et une inquiétude très grande. Bon, bref, de tout point de vue, c'est-à-dire il suffit de demander à Madame Dupont, Monsieur Dupont, qu'est-ce que vous pensez du futur? Monsieur et Madame Dupont, ils ont peur du futur. Hein, c'est-à-dire que cette promesse est devenue menace. Ça, c'est un des traits de notre époque que nous essayerons de comprendre. Nous essayerons de comprendre, d'abord on va essayer de comprendre un tout petit peu les autres modes d'organisation anthropologique, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de petit à petit comprendre la rupture et les ruptures pour comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui est en train de s'articuler, s'agencer aujourd'hui comme nouvelle réalité, qui n'est pas ni ça, mais autre chose. Et là-dedans, effectivement, on peut dire que cette autre chose qui est en train de se former, on a du mal à la comprendre, non pas parce qu'on n'a pas une bonne cartographie, mais parce que ce qui est en train de changer est le territoire. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on n'a pas de modèles pour comprendre quelque chose qui est là. Ce qui se passe, c'est que ce qui est là, dans sa matérialité, est en train de changer à tel point qu'on ne sait pas, dans la matérialité du monde de nos vies, qu'est-ce que ça va engendrer. Pour vous donner juste un exemple, si nous partons de l'hypothèse d'après laquelle l'homme n'est pas égal à lui-même dans toute culture, mais que l'homme il est façonné par les différentes cultures, nous pouvons donc nous séparer de la hypothèse un peu naïve, bête, qui dit toutes les avancées technologiques vont vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté. Vous savez, l'homme augmenté, c'est l'hypothèse de la postmodernité, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un hybride nouveau qui est un homme augmenté, etc. À vrai dire, l'homme n'est pas ni augmenté ni diminué, pas plus que la vie. Il y a des changements dont on ne sait pas du tout vers où ils vont. C'est-à-dire que pour ne prendre que 2 ou 3 exemples comme ça très simples, mais on va avancer dans des exemples un peu plus complexes plus tard, à vrai dire, entre les avancées scientifiques, technologiques, on va l'appeler technologiques, et l'espèce humaine, pour ne parler que de l'espèce humaine, il existe une sorte de coévolution dans laquelle toute nouvelle technique va à façonner, sculpter
l'espèce humaine, et l'espèce humaine à la fois va effectivement avoir une incidence sur la technique, mais dans une coévolution. C'est-à-dire qu'il existe à chaque nouvelle technique puissante, il existe une sorte de délégation des fonctions jusque-là occupées par l'homme qui vont être déléguées vers la machine. Mais quand nous déléguons des fonctions à la machine nous artefactualise à nous. Ce sont des choses que, pour ceux qui suivront, qui auront le désir, l'envie, on va étudier. Là, ce n'est pas qu'un énoncé, mais pour vous expliquer, par exemple, les différences très très courtes, dans un temps très très court, c'est ça qui aussi inquiète beaucoup les chercheurs. Par exemple, entre quelqu'un de ma génération qui aurait appris les mathématiques de façon classique, à faire des calculs, des logarithmes, des racines, etc. Non, des opérations mathématiques comme ça, pas très complexes, ou un peu plus complexes. Aujourd'hui, plusieurs générations ne savent plus faire ces opérations-là parce que, effectivement, on a les machines qui font l'opération. Donc, on dirait, voilà, un exemple d'homme augmenté, c'est-à-dire c'est toujours Pierrot qui avant devait se casser le cul pour faire un calcul compliqué, et que maintenant, Pierrot, il est tranquillos, il appuie une touche. D'un point de vue de la coévolution, la vérité est que, après on peut être d'accord ou pas, mais la vérité est que l'homme qui apprend à faire une opération mathématique complexe, il est sculpté. Son système nerveux central, il est sculpté par cette expérience-là. Sculpté, ça veut dire non pas qu'il va incorporer l'opération comme un disque dur. Non, pas du tout. Il va l'incorporer plein de failles, plein de modifications. Il va l'incorporer à sa propre sculpture intérieure. Il sera modifié par ça. L'homme postmoderne, qui est l'homme qui va processer de l'information, il a accès à un tas d'informations, mais il n'est sculpté par aucune. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est là où il y a une coévolution dans laquelle la machine, en donnant de nouvelles puissances à l'espèce humaine, à la fois colonise l'espèce humaine, parce que, effectivement, ce n'est pas pareil du tout un cerveau sculpté par des connaissances qu'un cerveau qui doit processer des informations de façon superficielle. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans la nouvelle pédagogie des compétences. On dit qu'il faut apprendre à apprendre et à oublier ce qu'on a appris. C'est la définition, du coup, que personne n'a crié gare, personne ne s'est rendu compte. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la définition d'un disque dur d'ordinateur que, sans que personne ait trop réfléchi là-dessus, a pris la place du modèle du cerveau humain. Parce qu'effectivement, un disque dur d'ordinateur incorpore une fonction mathématique à réaliser. Et après, si on n'en veut plus, boum, on efface. Si jamais l'ordinateur fonctionne mal et il incorpore cette fonction nouvelle d'une façon défaillante, on jette le logiciel à la poubelle, on met un autre, vous voyez. En tant que, pour le cerveau humain, la base de toute mémoire, la base de toute acquisition de connaissances est au contraire l'articulation autour des failles singulières de la personne de ces connaissances-là. Alors, ça c'est pour dire simplement qu'effectivement, c'est que nous n'arrêtons pas de recevoir comme information un peu propagande de l'époque, de dire on augmente les puissances de l'homme. C'est absolument vrai que l'espèce humaine s'est dotée dans très peu de temps d'une quantité de puissance nouvelle énorme. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on n'a aucune idée, cette hybridation, cette coévolution homme-machine, quel sens va prendre. Dans tous les cas, un des sens qu'on commence à comprendre, c'est que la délégation systématique et accélérée des fonctions cérébrales ou motrices aussi, de l'espèce humaine vers la machine
est loin d'être une pure augmentation au bénéfice pour cette espèce. Elle est aussi implique un affaiblissement très très fort de l'espèce humaine, parce qu'effectivement, ces transformes, c'est pas pareil, vous comprenez, avoir un processeur d'information qu'avoir un cerveau autostructuré avec une sorte d'endosquelette qui est capable de, par rapport aux nouvelles situations, réagir d'une façon que, bon voilà, en étant quelqu'un. Il y a une sorte d'effacement, vous voyez, une sorte d'effacement de toute intériorité qui va avec cette hybridation que nous allons essayer de comprendre. Et alors, dernier point, juste, je vais vous donner un exemple qui donne Hegel, très simple, pour comprendre la question de la postmodernité. Hegel, lui, qui est le grand philosophe avec Kant, mais surtout Hegel, des systèmes mondes dans lesquels il y a cette idée d'histoire, de progrès, de l'humanité, des progrès, etc. Dans un article qui s'appelle La ruse de l'histoire, qui se trouve dans un petit bouquin qui s'appelle La raison dans l'histoire, il dit quelque chose qui à nous, ça nous intéresse, c'est-à-dire les hommes, ils se comportent en suivant leurs propres intérêts, leurs propres passions, leurs propres pulsions. Mais ils ignorent qu'en cela faisant, ils servent tous un destin commun. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que Hegel va dire, c'est qu'à vrai dire, les gens se comportent comme des atomes comme ça, qui bougent chacun de son côté de façon tout à fait anarchique, aléatoire. Mais ils ignorent qu'à vrai dire, en cela faisant, ils servent un destin commun, qui est l'idée effectivement d'un progrès vers le point d'émancipation. La postmodernité est ce moment dans lequel, tout à coup, le destin commun disparaît. Le destin commun disparaît. Et alors, donc, on peut lire la phrase de Hegel en la coupant au milieu, en disant les hommes, en suivant chacun, en vaquant chacun à ses activités, en suivant ses pulsions, ses passions, point. Vous voyez, c'est-à-dire que notre époque est une époque dans laquelle, effectivement, autour de chaque homme paraît avoir une sorte de membrane imperméable qui ne permet absolument pas d'avoir accès à quoi que ce soit du commun. Vous voyez ? Bon, moi je pense que... Juste un exemple, j'ai oublié l'auteur, mais j'ai lu cette semaine, la semaine dernière, un texte de théâtre qui s'appelle Sous la glace. Et à la fin, c'est sur le travail, la souffrance au travail, etc. C'est 3 consultants de 3 âges différents. Et en fait, à la fin, ils se retrouvent tous sous la glace et ils regardent le monde et la technique du monde évoluer sans eux, en fait. Oui, bien sûr. C'est Oui, bien sûr, parce que quelque part, l'homme postmoderne, cet homme comme ça, qui paraît ne plus avoir un socle commun, paraît ne plus avoir un destin commun, et on n'a pas un passé commun, puisqu'on n'est pas dans cette configuration-là, mais on n'a plus un futur commun, un destin commun. Cet homme-là, effectivement, est l'homme de l'impuissance, est l'homme qui est systématiquement renvoyé à lui-même, mais en lui-même qui ne renvoie à personne, vous voyez, qui ne renvoie pas à ce qui le constitue ou ce qui le tisse. Alors, effectivement, si dans, par exemple, une des conséquences qu'on va étudier, si dans le projet de la modernité, il existait l'idée on avait mis d'un côté comme bon la rationalité et du mauvais côté l'irrationnel. Du bon côté la conscience, du mauvais côté tout ce qui soit inconscient, pulsionnel. Et nous, en ayant perdu la promesse, du coup, on se trouve avec l'échec de ce qu'on peut appeler l'homme normal, l'homme de la modernité, cet homme qui, Kant, par exemple, nomme l'homme de la rationalité
l'homme qui va décider, des sortes de tyrannie de la raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire la raison pourra dominer le monde. Hein? Cet homme-là, en ayant échoué, l'homme postmoderne se trouve avec toutes ses pulsions, passions, tous ses côtés irrationnels, sans trop savoir quoi faire avec. Vous voyez? Et du coup, la grosse tentation est la tentation de dire, puisque l'homme de la rationalité kantien, hegelien, marxiste n'est pas possible, on voit bien que dans notre époque, il existe une sorte d'acceptation, au contraire, d'une sorte d'irrationnel, pulsionnel, immédiat, comme si on cherchait la solution dans le contraire. Hein? Bon, vous savez, c'est-à-dire, dans cette, c'est pour un peu essayer d'accrocher les images qu'on peut avoir. Vous savez, dans cette cosmovision-là, la cosmovision moderne, l'idée quand même à travers laquelle on éduquait, on soignait, on formait les sociétés, était l'idée de dire le moteur qui agite tout le monde, qui fait agir tout le monde, hein, qui bouge tout le monde, et la recherche de ce qu'on avait déterminé comme un bien. Dans ces modèles-là, par exemple, on dit un peuple instruit est un peuple vacciné contre la barbarie, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'idée de que l'instruction nous éloigne de la barbarie. Bon, la Deuxième Guerre mondiale a montré que le peuple le plus instruit de toute l'Europe était capable de produire la barbarie la plus horrible de tous les siècles. Voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier historiquement, phénoménologiquement, scientifiquement, cette rupture-là, parce que cette rupture-là vraiment renvoie à quelque chose que nous sommes en train de vivre au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on est avec ces constats de que la promesse ne tient pas le coup, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas compter sur le savoir, la conscience, etc. Et à la fois, l'homme de la postmodernité ne sait pas comment faire autrement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on sait bien quand même que ça ne va pas disparaître, mais on ne sait pas quoi faire avec. Bon, je ne sais pas si... C'est aussi un truc de séparation qui sépare ceux qui vont aller vers, ceux qui veulent aller vers la liberté et ceux qui veulent rester vers le passé. Bien sûr, c'est-à-dire que cette phrase, non, cette hypothèse, parce que c'est l'hypothèse, c'est-à-dire il faut que tout change pour que rien ne change. Qu'il y a un tout petit peu, vous savez, c'est comme... c'est une belle phrase, mais c'est un tout petit peu ce que Lewis Carroll reproduit dans Alice, au Pays des Merveilles, dans lequel il y a Alice et la reine qui courent très vite, et alors Alice, elle voit que les paysages restent toujours pareils, elle dit mais nous on court, les paysages ne changent pas, et alors la reine lui répond, c'est qu'il faut courir très vite pour ne pas reculer. C'est-à-dire qu'il faut courir très vite pour ne pas reculer. Et alors donc, cette phrase-là, aux yeux de la modernité triomphante, était la phrase de papa-maman réactionnaire. C'était clair et net, on disait, bon, tu sais, mon petit, tu veux que ça change, mais finalement, quand les changements fonctionnent, ils arrivent à que tout reste pareil. Alors là, vous imaginez, c'est-à-dire, à notre jeunesse, on entendait ça et on était furax. Aujourd'hui, effectivement, on s'est dit, bah merde, peut-être que si on arrivait à faire au moins que ça ne change pas vers l'horreur,
ça serait déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est un problème de paradigme social entre progressisme et conservadorisme, non? Qui est que pendant toute la modernité, l'apologie des changements était quelque chose de gauche, la croyance dans les progrès. Tout est possible, il faut se débarrasser du passé, non? Et il faut la nouveauté, il faut changer, etc. Aujourd'hui, l'idée de que tout doit changer, qu'il n'y a aucune racine, que tout ce qui a déjà non pas le passé, mais hier, il faut s'en débarrasser, est une consigne, il y a un mode de monde qui est tout à fait capturé par le néolibéralisme. C'est-à-dire que la droite la plus horrible, la plus dure, non pas dure dans le sens du Front National, mais la plus dure dans le sens du néolibéralisme qui façonne la destruction, quoi, je sais pas, non? Eh bien, le néolibéralisme droitier le plus dur récupère l'idée de la seule chose qui compte, c'est la nouveauté, parce qu'effectivement, voilà, c'est l'idée de il faut changer, il faut la flexibilité, il faut oublier le passé, il faut émanciper l'homme de toute chaîne. Alors, émanciper l'homme de toute chaîne, ça veut dire toutes les promesses que la technoscience fait, non? Et la position de gauche, un tout petit peu compliquée, au progressiste, on ne peut pas dire parce qu'on ne parle pas de progrès, mais disons la position de gauche, est de dire non, attendez, peut-être il ne faut pas tout changer. Peut-être pas tout est possible, n'est-ce pas? Et c'est très drôle parce que dans des pays comme l'Argentine, d'autres pays en Amérique latine, là où on est avec tous les problèmes de transgéniques, OGM, la minerie à ciel ouvert, c'est-à-dire tout ce comme ça déferlement de nouvelles techniques, les gens qui résistent à ça, ils disent attention, pas tout est possible dans la biologie. Pas tout est possible, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le pas tout est possible veut dire il y a des limites. Et la droite néolibérale dit mais vous êtes des obscurantistes. Tout est possible et tout doit être possible et on doit tout pouvoir changer. Et alors, l'opposition, elle est caricaturale chez nous parce qu'effectivement, tout à coup, il y a une certaine gauche, dans tous les cas, qui dit « Oh là là, non, là, on ne veut pas qu'on mette des OGM partout, on ne veut pas qu'on modifie tout le paysage, on ne veut pas qu'on fasse tout. » Et la droite néolibérale dit « Mais vous êtes réactionnaire, parce que vous voulez garder des petites plantes, des petits indiens, des petits papillons, et vous vous opposez au progrès. » Et la gauche se trouve dans un rôle absolument de composition tout à fait contre nature, de dire « Ouh là 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 là, pas tout changement est bon, il faut voir qu'est-ce qu'il faut garder du passé. » Vous voyez ? Et ça, pour le dire très clairement, c'est effectivement parce que la position aujourd'hui, disons, de gauche, est la position dans laquelle nous devons chercher des mécanismes d'autorégulation que la postmodernité a perdus. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui ne connaissent plus des mécanismes d'autorégulation. Tout est possible de la postmodernité, qui est technique ou économique, effectivement, apparaît comme quelque chose de très positif, sauf que si tout est possible, d'un point de vue logique, si tout est possible, rien n'est réel, bien entendu, parce que si tout est possible A et non A, tout est possible. Mais d'un point de vue de la vie, si tout est possible, s'il n'y a aucune limitation de autorégulation, loin cette puissance de nous promettre un monde parfait, tout est possible sans mécanisme d'autorégulation, c'est la barbarie. Est-ce que tu racontais l'anecdote de la chèvre là dans l'île? Oui, c'est une anecdote de l'anthropologie classique, n'est-ce pas? Qui revient comme illustration, c'est-à-dire c'est dans une île grecque où c'était une île assez pauvre, on ne savait pas trop quels animaux mettre là-dedans. Et ils ont eu la bonne idée d'apporter des chèvres, non? Et donc les chèvres effectivement sont des bêtes très faciles à nourrir parce qu'ils bouffent tout, n'est-ce pas? Et alors donc, elles bouffent tout, elles grimpent, elles bouffent des trucs inaccessibles. Et alors donc, l'élevage des chèvres s'est porté très très bien, sauf qu'effectivement, les chèvres bouffent tout. Et alors, une fois qu'ils avaient bouffé tout, les chèvres sont mortes. Et alors, ce principe de dérégulation
qui semble comme une blague, effectivement, c'est le principe de dérégulation que nous allons étudier dans une société qui a fait le choix, une époque a fait le choix, de promettre aux individus que toute limite devait disparaître. Il y a quelque temps, j'ai participé à une réunion, vous savez, les réunions TEDx, là, sont des réunions un peu spectaculaires, un peu tralala, mais bon, dans lesquelles ils ont demandé à des différents chercheurs de venir parler des nouvelles recherches et des nouveaux possibles. Et alors, tout le monde parlait dans la journée, moi j'étais le dernier. Et c'était une suite, vous pouvez le voir, c'est sur YouTube, etc. C'était une suite de chercheurs, de vrais chercheurs, c'est-à-dire celui qui travaillait en cellules souches, qui expliquait que grâce aux cellules souches, on allait reconstruire tous les organes et que voilà, votre cœur ne va plus, poum, ciao. L'autre qui parlait de nanotechnologie, vous savez, qui vont aller détruire, poum, juste la cellule cancéreuse sans dégâts collatéraux, vous voyez, comme en Iran. Et bon, comme ça. Et les chercheurs qui parlaient avant moi, juste le dernier, c'était comme une sorte de montée apothéose, comme ça. Et carrément, c'est un mec qui travaille sur l'ADN, c'est un vrai chercheur, un tout vif. Et le mec, il dit, en effet, comme ça, des manches, il regarde comme ça 3500 personnes qui avaient à l'Olympia, il dit, parmi vous, il y en a, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il a dit, 300, 400, qui vont vivre 1000 ans. Et les autres ont cru qu'il y avait une tombola, vous voyez, c'est-à-dire, bon, certains parmi nous vont vivre 1000 ans. Et il a dit, et certains vont pas mourir. Ah bon, d'accord, très bien. J'ai dit, bon, d'accord, c'est dommage, je n'ai pas porté ma sacoche, parce qu'il avait son épicure. Et les mecs étaient en train de dire à ces publics ravis un message, en principe optimiste. Voilà, vous allez vous faire chier 1000 ans et certains vont se faire chier pour l'éternité. Sauf que c'est l'orientation actuelle de la recherche. Comment faire pour que les couillons qui vivent aujourd'hui vivent très 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 longtemps? Eh bien, d'un point de vue tout bêtement écologique de base, si les couillons d'aujourd'hui vivent très longtemps, demain il n'y aura plus de couillons. Pourquoi? Eh bien parce qu'un des mécanismes fondamentaux de l'évolution de la vie sur la planète était l'acquisition du fonctionnement de mourir, la mort. Les comportements qui impliquent la mort. C'est-à-dire qu'au début de la vie sur la planète, les premiers micro-organismes, certaines algues, etc., ne mouraient pas. Or, le comportement, vous savez quand un comportement il est très performant pour les espèces, pas seulement il est adopté par l'espèce, sinon qu'il est adopté par les autres espèces. Et mourir s'est avéré être un très bon fonctionnement, parce qu'effectivement, si il ne mourait pas, il consommait, comme les chèvres en Grèce, n'est-ce pas? Il consommait tout, et alors, donc, l'idée c'est, si on ne meurt pas, on crève. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, si on ne meurt pas, c'est vraiment comme vous voulez, mon cher collègue, qu'on ne meurt pas, eh bien, si seulement 400 des couillons qui étaient là vivaient 1000 ans, il faudrait, disons, grosso modo, 3/4 de l'Afrique pour qu'ils bouffent, vous voyez, comme ça. Alors donc, ça, c'est le problème de la postmodernité. C'est-à-dire qu'à la promesse du futur, mais qui n'était jamais là, vous comprenez? Donc, du coup, ça agissait comme principe de régulation. Parce qu'on n'était pas dans le monde parfait. On était toujours loin du monde parfait. Donc, ça agissait comme principe d'autorégulation. Ou les principes d'autorégulation des autres cultures, eh bien, notre culture se trouve possédée par le déferlement d'une puissance sans régulation et qui considère que toute régulation est réactionnaire et négative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre autres, ce qui se passe, c'est que dès ces cultures-là, ils viennent des candidats à la régulation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que chez nous, en Amérique latine, par exemple, les sagesses indiennes, les cultures indiennes, ont une très bonne presse. Alors tout le monde vit comme des occidentaux, on consomme comme des sauterelles, on ne veut pas de limites, mais de temps en temps on dit à la mère terre, les pères soleil, vous voyez, c'est-à-dire voilà. Donc les cultures indiennes disent,
attention, vous devriez adopter nos principes. Et ici, et tout le monde est d'accord, tout le monde est content, la gauche adore s'habiller comme des Indiens, etc. Ici, ça arrive la même chose, mais les effets sont contraires. Dès l'islam, ils disent attention, parce que cette idée que l'homme doit se libérer de tout, que l'homme est son propre maître, est une idée très dangereuse. Il y a des lois, ces lois-là sont dans le Coran, et il faut quand même adopter le Coran comme principe d'autorégulation. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui se passe sociologiquement dans notre monde, c'est qu'en provenance des religions, des cultures pré-modernes, des sectes, il y a des candidats à la régulation d'un système dérégulé. Les conséquences ici sont contraires. Ici, tous les gauchistes français qui viennent chez nous se photographient avec des Indiens qui lui disent « la meurtre dit que tu dois te limiter », les gauchistes, ils rentrent en France, il est content. Et quand il arrive, Mohamed, il lui dit « tu sais, le Coran dit que tu dois la mettre en sourdine », il dit « ah, terroriste ». Bon, c'est la différence de vivre entre un pays ex-colonisé et un pays colonialiste, mais bon, ça on verra. Mais c'est quand même important parce que ce que nous allons chercher, on verra comment parce que là on va s'arrêter, ce que nous cherchons, quelles sont les formes d'autorégulation possibles qui ne soient pas ni le retour à un optimisme de l'Iran moderne, parce qu'il n'est plus d'époque, ni emprunter des principes d'autorégulation à d'autres cultures qui sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement inefficaces par rapport à notre réalité. Ah oui. Je ne sais pas si le grand marché, comme disait Adam Smith ou Hayek, il possède une sorte de main invisible qui les régule. Je ne sais pas. C'est-à-dire peut-être oui, peut-être non, ça il faut voir de plus près. Mais ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement de la macroéconomie n'est pas un mécanisme d'autorégulation qui respecte la vie. Elle se autorégule d'après ses propres besoins. Absolument, absolument. Mais ce qui manque, c'est oui, tout à fait. Les mécanismes. Et l'autorégulation, d'un point de vue de l'évolution des espèces, d'un point de vue de la seule théorie qu'on a en biologie, par exemple, comme ça, sans faire du biologisme, non. L'autorégulation, en principe, bénéficie l'organisme qui s'autorégule en s'en foutant pas mal des autres organismes qu'elle utilise. Alors, même si on admet avec les économistes comme ça les plus intellectuels, disons comme ça, qui adhèrent à Hayek, ce type de théorie, même si on accepte qu'il y a des mécanismes d'autorégulation de la macroéconomie, rien ne permet d'espérer que ce mécanisme d'autorégulation puisse éviter les désastres, non pas pour les humains, mais pour la vie, déjà. Alors, oui, c'est comme quand on dit, même d'un point de vue biologique, on dit, bon, mais finalement, la Terre, en tant qu'unité vivante, toujours, elle a trouvé à s'autoréguler. Donc, même s'il y a un bordel terrible, même si, voilà, les glaces des pôles se fondent, même s'il y a tout ça, d'un point de vue biologique, on dit, mais de toute façon, aussi grand soit le bordel, ce qui est presque sûr, c'est qu'il y aura une régulation. Oui, le problème, c'est qu'on n'a aucun contrat qui dit que cette régulation-là ne passe pas par l'élimination de tous les mammifères. Plutôt au contraire. C'est-à-dire que si vraiment il y avait une régulation dans laquelle on dit, bon,
l'espèce humaine n'a pas trouvé comment éviter les désastres écologiques, etc., etc., sûr, il y aura une autorégulation. Le monde ne va pas disparaître. Mais cette autorégulation, peut-être, ressemble à la planète Mars. Alors, nous, là, on joue partisan, c'est-à-dire on voudrait que la vie continue. Non, c'est que l'hypothèse la plus sérieuse en biologie de l'évolution, c'est d'ici à X quantité de milliers d'années, les formes vivantes sur la planète seront les fourmis, les scarabées, etc., étant donné leur plasticité des mutations, d'adaptation. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour les fourmis et les scarabées. Mais oui, effectivement, c'est-à-dire que même dans l'hypothèse de l'autorégulation des marchés comme de l'autorégulation de la technique, rien là-dedans permet de dire que ceci aura des corollaires bénéfiques pour le vivant, quoi. Et là, c'est ça, en fait, les mécanismes d'autorégulation qu'on cherche, c'est ceux qui permettent de préserver la vie. Ah oui, nous, on est à fond pour la vie. Ce qui n'est pas le cas du marché. Voilà. Les marchés, ça s'appelle pareil, mais c'est pas... C'est-à-dire que les marchés et la technique ne sont ni pour ni contre la vie. C'est-à-dire ce sont quand même des mécanismes qui... L'évolution fait que ce sont des nouvelles puissances qui sont dans une lutte darwinienne pour les territoires, l'espace, les ressources, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais, et toute position heideggerienne, c'est-à-dire technophobe, elle est absolument bête, tout bêtement bête, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'homme et la technique. L'homme, il est absolument hybridé avec la technique. Donc, si des mécanismes d'autorégulation doivent émerger, que c'est ce que nous essayons de comprendre, non, par où ils passent, ces mécanismes-là seront des mécanismes pour des hybrides que nous sommes déjà, et non pas pour des hommes purs. Vous voyez, dans les films de science-fiction, face à l'hypothèse de la catastrophe, toujours il y a un homme et une femme à moitié à poil qui se battent contre la bête, contre la machine, et ils gagnent, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire ce que nous essayons d'explorer, c'est où, parce que la question, c'est pas une question, c'est un travail ambitieux mais pas délirant. Nous ne cherchons pas à trouver des formes d'hybridation, d'autorégulation. On cherche à trouver où il existe des embryons de ça. On cherche à trouver où existe des embryons de ça. Si des méthodes d'autorégulation peuvent exister, ces méthodes d'autorégulation seront une humanité, pour ne parler que de l'humain, tout à fait changée parce que profondément hybridée avec les techniques qui émergent. C'est-à-dire, c'est sûr que l'autorégulation, ça ne sera pas l'homme en tant que bête qui va dire merde à la technique, qui va... si autorégulation apparaît, ça sera quand même une autorégulation des nouvelles formes de vie hybridées définitivement et irréversiblement avec des techniques.
Alors, je vais vous répondre par rapport... Bon, alors, par rapport aux deux derniers points qui sont les plus... D'abord, Lévi-Strauss, il effectivement dénonce, déconstruit toute idée d'évolution vers un type d'homme supérieur à l'autre, et il établit la différence entre les cultures. Il fait les deux choses. Nous devons tenir en compte des choses qui se passent sans avoir peur, quand même, parce qu'effectivement, on dit oui, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans une coévolution machine-homme, et donc on cherche d'autres coévolutions dans lesquelles, effectivement, l'homme a connu d'autres hybridations différentes, parce que si on veut comprendre l'hybridation homme-machine actuelle, à nous, ça nous semble intéressant de voir comment les mécanismes d'hybridation sont possibles, non ? Alors oui, effectivement, les plans, je suis anti-réductionniste, comme peut-être ce n'était pas très clair, mais je suis tout à fait anti-réductionniste. Tout ce que je parlais depuis tout à l'heure, c'est une critique de toute technique bottom-up. Moi, je suis quelqu'un qui pense en termes top-down plutôt, en termes de système, d'organisme. Donc oui, effectivement, la pensée relève d'un registre irréductible aux mécanismes physiologiques qui sont conditions nécessaires. Mais Lévi-Strauss, lui, s'oppose à Lévi-Brühl, qui dit qu'il y a une pensée pré-logique. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire il y a des pensées logiques, toutes les pensées logiques qui sont différentes. Et là-dessus, c'est exactement ce que dit Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée pré-logique. Parce que justement, quand je présente d'une façon caricaturale, parce qu'on commence simplement et très simplifié le mythe moderne, je les mets effectivement comme Lévi-Strauss parmi des mythes dans le sens donc matériel de la chose, pas blablabla. Je les mets effectivement en égalité avec c'est-à-dire le naturalisme, l'analogisme, le totémisme, etc., l'animisme. Parce que pour moi, comme pour Lévi-Strauss, effectivement, j'adhère tout à fait, toute pensée fascistisante, raciste, dès qu'il existe une pensée prélogique, n'est pas simplement raciste, mais une pensée fausse. C'est pas simplement raciste, elle est fausse, scientifiquement fausse. Bon. Alors, moi, voilà, c'est-à-dire simplement on va avancer tranquillement. Alors, par rapport à est-ce qu'il ne faut pas se battre contre l'injustice? Bon, effectivement, moi ici, je me présente simplement comme chercheur et philosophe. Il s'avère que je ne suis pas que chercheur et philosophe. Absolument tous les jours de ma vie ont été tous des jours de militance, d'engagement et d'ordonner ma vie par rapport à la possibilité de changement. Simplement pour vous dire un point comme ça, hein, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui a accepté tout sans renoncer jamais à l'engagement, à partir d'un certain moment, j'ai considéré que la question du changement le désir de changement social devait assumer la complexité de l'époque. Donc tout ce que j'essaie de faire, c'est essayer de voler une partie de la complexité à la droite. Parce que le problème, c'est que la complexité est le cheval de bataille de la droite pour dire tout est tellement complexe, c'est Hayek, hein, qui dit tout est tellement complexe, tellement intriqué, qu'effectivement on ne peut rien changer. Et mon objectif à moi, c'est de voir comment, en pensant la complexité dans sa profondeur la plus loin possible, l'objectif de changement reste plus valable et nécessaire que jamais. Alors, effectivement, c'est-à-dire personne n'est tenu à connaître l'histoire des personnes ici, mais moi, dès par mon histoire, dès par ce que j'ai fait, ce que j'essaie de faire le défi, depuis que je suis arrivé en France, le défi que j'ai écrit dans mes premiers travaux, dans mes premiers, on appelait manifeste d'une façon pédante à l'époque, je ne sais pas quoi, c'était ça, c'est de dire, aujourd'hui pour aujourd'hui, les gens qui pensent la complexité renoncent à l'action, et les gens qui pensent l'action renoncent à la complexité. Et je vous assure que c'est quelque chose c'est mon quotidien. Il y a un mois, j'étais en Argentine. Comme les contradictions sont tellement dures, comme il continue à avoir des Indiens tués pour la déforestation, comme Monsanto continue à
régner un maître, comme la destruction. Bon, c'est-à-dire comme il y a une réalité tellement dure, pour mes amis et camarades argentins, toute évocation de la complexité paraît réactionnaire, parce qu'ils disent on est au front des batailles, ne viens pas nous emmerder avec des trucs complexes. Et quand on vient en France, la ligne des fronts de lutte paraît tellement éloignée, il ne l'est pas, qu'on se perdrait dans des complexités qui rendraient impuissant l'action. L'idée est vraiment de que si nous voulons tenter de retrouver la puissance d'agir, il faut articuler complexité avec action, et ça c'est un défi. C'est vraiment le défi qui motive nous 5 pour commencer ce travail. C'est-à-dire nous ne voulons absolument pas faire de la vulgarisation, j'expliquais Madame contre la vulgarisation, nous ne voulons pas faire des conférences intéressantes, nous, vous allez voir un tout petit peu nos hypothèses, etc., mais si nous voulons dire quel est notre horizon, c'est comment dans des lieux concrets, patatin patatin, non, différents, des contemporains peuvent procéder à cette articulation entre la complexité du monde et la possibilité d'agir dans cette complexité. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé du groupe de 10, parce que quand même, quand Edgar Morin, un grand penseur de la complexité, n'est-ce pas, il adhère à l'idée de que finalement la complexité est telle que pour changer le monde, parce qu'il ne renonce pas à l'idée du changement du monde, mais il dit pour changer le monde, il va falloir que les scientifiques s'en occupent. Moi je dis non. C'est-à-dire que je dis non, on n'a pas encore brûlé les dernières cartouches. C'est-à-dire ce n'est pas vrai de mon point de vue, des points de vue des autres penseurs du créa, pas tous les créas, n'est-ce pas, mais bon, et d'autres chercheurs en Italie, je travaille en Italie, en Espagne, en Argentine, d'autres chercheurs, d'autres militants, d'autres personnes avec qui je travaille, artistes. Notre pari est celui-là. La complexité du monde n'est pas telle qu'on ne puisse pas agir. Mais on ne peut pas agir en ignorant sa complexité. Ce que vous entendez par culture occidentale, parce que moi je ne cerne pas si c'est juste une définition géographique, une définition géographique et chronologique, ou si c'est juste l'ensemble des sociétés qui obéiraient à ce mythe de la croyance dans le progrès infini. Ça me demande de précision, parce que par ailleurs, si c'est une société qui est régie par ce mythe du progrès, c'est aussi une société qui produit des penseurs comme Freud, qui vient rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle la pulsion de mort et qui introduit quand même un très sérieux grain de sable dans ce mythe-là. Et en même temps, c'est issu, cette pensée-là, il y en a d'autres, qui est issue de cette même culture. Donc, Si, bien entendu, la modernité n'est pas un bloc, pas plus que les cultures de l'éternel retour ne sont pas un bloc. Longtemps avant Freud, Spinoza ou Leibniz sont des penseurs qu'on pourrait dire des Lumières anachroniquement, c'est-à-dire des penseurs d'une certaine rationalité occidentale, et qui pourtant pointent l'impossibilité de cette harmonie finale, etc. Et si on peut dire que Freud est quelqu'un qui, à un moment donné, c'est-à-dire que dans l'Occident, dans la pensée occidentale, dans les pratiques occidentales, etc., ça n'a pas cessé d'avoir des mouvements plus ou moins importants, des critiques à la modernité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il suffit de voir, je ne sais pas, tous les mouvements romantiques allemands avec la revue des frères Schlegel, par exemple, Hölderlin, Novalis, sont des gens qui vont critiquer, ou par exemple un romancier comme Robert Musil dans L'homme sans qualité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que en permanence, l'Occident, dans sa richesse, dans sa complexité, dans sa multiplicité, en permanence, l'Occident a produit et des pratiques, et des penseurs, et des théories, et des formes artistiques
qui questionnait cette idée d'un progrès illimité, sans autorégulation, sans négativité. Quand je parle de la modernité ou l'Occident, je parle plutôt de ce qui était la tendance dominante et surtout de celle qui se casse la gueule à partir de la crise du socle épistémologique, du socle de l'Occident en 1900. C'est-à-dire qu'en 1900, il y a une sorte de tremblement de terre qui ne se manifeste que dans les sciences, y compris les sciences humaines, avec Freud, n'est-ce pas, mais surtout dans les sciences exactes, avec la physique quantique, avec l'article sur les photons d'Einstein, avec la rupture dans les mathématiques, des choses qu'on va évoquer pour nous dire. En 1900, il y a une sorte de rupture radicale dans laquelle le projet de la modernité est questionné depuis la science, très profondément. Freud accompagne dans sa dimension ce mouvement-là. Dans la pensée rationnelle occidentale, il y a une hypothèse de base fondamentale qui dit que est rationnel, c'est-à-dire que est rationnel seulement l'analytiquement prévisible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Occident va produire cette hypothèse que rationalité et prévisibilité sont pareils, n'est-ce pas? C'est-à-dire que est rationnel, c'est que je peux prévoir analytiquement. Et en 1900, il y a une rupture avec ça, au cœur de la science, puisqu'il y a une sorte d'élargissement de la rationalité qui va tenter d'incorporer l'aléatoire, le non prévisible. Bon, ceci a des manifestations artistiques avec la déconstruction de la forme. Là, tout ça, c'est juste pour vous répondre à ce que vous dites, mais tout ça sont des points à développer tranquillement plus tard. Mais la modernité, c'est aussi Fray Bartolomé de las Casas, c'est aussi l'idée qu'il y a une évolution vers l'homme occidental, vers un homme unique, débarrassé de tout l'irrationnel, de tout le mysticisme, etc., qui va établir une hiérarchie. C'est-à-dire que l'humanisme, que nous on aime tant parler d'humanisme, l'humanisme fut conçu comme la théorie qui justifiait le colonialisme et très précisément le massacre des Indiens chez nous, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, un des pères théoriciens de l'humanisme est donc ce Fray Bartolomé de las Casas, qui à l'époque de la conquête et massacre et génocide incroyable qui dure encore des Indiens de chez nous, eh bien, il a eu une controverse, comme ça s'appelle ça dans l'Église, qui s'appelle la controverse de Valladolid, avec Sepúlveda qui défendait les positions du Vatican, dans lesquelles le Vatican disait les Indiens sont des animaux. Et Fray Bartolomé va dire non, les Indiens sont des humains, mais à la humanité non accomplie. Donc, c'est un tout petit peu le principe d'égalité moderne. On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. N'est-ce pas? Et paradoxalement, ça aussi, il faut voir. C'est-à-dire, il faut voir comment l'humanisme qui, à nos oreilles, et par pas mal de pratiques, certainement, nous renvoie à quelque chose de très bon. L'humanisme aussi, ce fut la théorie de la pratique colonialiste et génocidaire en Afrique, en Amérique latine, parce que il fallait arriver à cet homme-là. On peut rappeler les noms quand même de Montaigne. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux versants. Qui se situent complètement, qui est pour moi des grands humanistes, mais dont la position au niveau du rapport au sauvage, entre guillemets, ça devient très connu et complètement inverse, et puis un peu plus. Non, mais tout à fait, mais c'est-à-dire. Non, mais bien entendu, c'est-à-dire, c'est pas un problème ça, c'est-à-dire, c'est évident que je viens de dire, il y a la modernité, elle est complexe, contradictoire. L'effet est que c'est très difficile à comprendre en Europe, pour vous, que pour le tiers-monde, l'humanisme est la forme de l'esclavagisme, du colonialisme et de la priorité, de la primatie de l'homme blanc
qui est celui qui a l'humanité accomplie, comme dirait Fray Bartolomé de las Casas. C'est compliqué à comprendre ça. Et si on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre des réactions aujourd'hui historiques des autres cultures qui sont très très agressives, qui sont très violentes, parce qu'il y a quand même cette glace qui se casse, hein, et qui fait que l'humanisme ne soit pas que Montaigne, l'humanisme aussi apparaît comme l'autre versant. Bon, là, on va un peu... Oui, il faut quand même qu'on arrête. Bon, donc vous êtes invités à revenir pour ceux qui le souhaitent. Et surtout, voilà, vous avez les dates de la réunion intermédiaire et de la prochaine réunion avec moi. Merci beaucoup de votre attention.